À la une de l'actualité, en réponse aux propos du président rwandais sur le refus d'accueillir les réfugiés congolais au Rwanda, le gouvernement congolais se dit par contre disposé à recevoir les réfugiés en provenance de Kigali. Cette question suscite des réactions acerbes contre Paul Kagame, notamment la déclaration de Human Rights Watch que vous entendrez dans le journal. Et puis sur le marché d'échange, le franc congolais ne fait que se déprécier. Un dollar américain s'échange jusqu'à 2300 francs congolais en ce début de l'année 2023. Vous allez suivre ici le président des cambistes du Congo. Bienvenue, mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer. Je l'ai dit en titre, le Congo est disposé à accueillir ses frères réfugiés au Rwanda. C'est la réponse cinglante du gouvernement congolais à la déclaration du président Paul Kagame qui a affirmé que le Rwanda ne va plus accueillir les réfugiés de la RDC. Selon le ministre de la Communication Patrick Muyaya, le chef de l'État rwandais se livre à un chantage et instrumentalise la question des réfugiés à des fins politiques. Patrick Ilunga. Répondant à des journalistes, mercredi 11 janvier, le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Muyaya a donné une réplique au président rwandais après ses déclarations sur les réfugiés congolais. Pour Patrick Muyaya, le chef de l'État rwandais fait un chantage à la communauté internationale. C'est inhumain parce que dans l'attitude dont fait montre le président Kagame, même si j'ai vu qu'il y a eu une tentative des reculs sur le sujet, mais il a dévoilé ses vraies intentions. Ça veut dire que pour lui, les droits humains n'ont aucune valeur parce que vous ne pouvez pas vous permettre en tant que chef d'État, vous vous dites panafricaniste, de faire un chantage à la communauté internationale sur des vies humaines en bafouant tous les textes légaux en la matière. Et pourtant, il y a ces fameux deals du siècle avec 140 millions de pounds, 140 000 pounds par tête des réfugiés qui a été fait à corps et à cri avec le gouvernement britannique. Et pourtant, il y a plus de réfugiés rwandais au Congo que l'inverse. Il y a plus de réfugiés rwandais au Congo que des réfugiés congolais au Rwanda. Et cette question a fait l'objet des discussions entre les deux gouvernements. Les deux chefs d'État étaient là, à Luanda en juillet dernier. Si vous regardez la feuille de route, il est prévu que l'on traite cette question de réfugiés dans une tripartite avec le Haut Commissariat pour les réfugiés. Pour le ministre Mwindo Nzangi, le président rwandais brandit des vrais et des faux réfugiés. Un travail de contrôle devra être fait pour éventuellement accueillir les Congolais réfugiés au Rwanda, a assuré le ministre de la Communication Patrick Muyaya. On va rester dans les propos de Paul Kagame sur les réfugiés congolais qui n'arrêtent pas de donner lieu à des réactions. Une autre, c'est celle de Human Rights Watch. Cette ONG américaine qualifie les propos du président rwandais d'attaque contre les droits de l'homme qui s'ajoutent aux preuves que ce chef d'État n'est pas un bon partenaire international. Suivez. Pour Human Rights Watch, il est clair que le Rwanda n'est pas un partenaire international fiable et que le plan du Royaume-Uni d'envoyer des demandeurs d'asile au Rwanda est basé sur des mensonges et une politique cynique. C'était en réaction aux propos du président rwandais sur le fait que son pays ne va plus accueillir des réfugiés en provenance de la RDC. Cette déclaration de cette ONG américaine de défense des droits de l'homme vient mettre une fois de plus Paul Kagame dos au mur. Lui, qui est déjà acculé face aux résultats des récentes enquêtes menées par le groupe d'experts des Nations Unies sur le Congo, ainsi que des recherches de Human Rights Watch qui ont identifié des preuves accablantes contre ce pays est-africain. Selon ces résultats, non seulement le Rwanda fournit un soutien logistique au M23, il intervient également directement sur le sol congolais avec ses propres troupes pour renforcer les rangs du groupe armé ou combattre dans la partie orientale de la RDC. Il faut dire que le régime de Kigali a conclu avec le gouvernement britannique un accord d'environ 145 millions de dollars pour accueillir les demandeurs d'asile arrivés irrégulièrement au Royaume-Uni. Ces propos de Kagame viennent battre en brèche les assurances de la Grande-Bretagne selon lesquelles le Rwanda aurait une solide expérience dans l'accueil des réfugiés. Autre chose à présent, polémique autour du financement des travaux de construction des bâtiments pour l'université officielle de Mbujimayi. Ici, Isabelle Kibasa a parlé d'un coût des travaux qui serait estimé à 42 millions de dollars américains financés par le RAM. Le ministre de l'ESU parle de 17 millions de dollars américains en préfinancement.
La Cour des comptes s'est déjà saisie du dossier pour faire la lumière non seulement sur cette université, mais aussi sur les 4 autres qui rentrent dans un vaste programme du gouvernement. Les détails dans ce récit. La question de la construction des nouveaux bâtiments de l'université officielle de Mbuji-Mayi, qui a fait aussi l'objet de la visite du chef de l'État pendant les festivités de fin de l'année 2022, ne cesse de faire polémique dans l'opinion nationale. Alors qu'il était en visite au mois de décembre dernier sur les sites où se déroulent les travaux en Mbuji-Mayi, Isabelle Kibassa, proche parent du chef de l'État, regrettant de la lenteur de la réalisation, avait laissé entendre que ces travaux étaient financés par les frais du registre des appareils mobiles RAM à hauteur de 42 millions de dollars américains. Vous allez deviner en tout cas qu'il y aura 16 auditoires à cet endroit-là. Il n'y a rien, je ne vois rien du tout. Et donc je me pose un peu des questions sur la façon dont on fait les cahiers de charges. Vraiment ici c'est 42 millions. Il faut quand même qu'on arrête un peu de jouer avec l'argent du contribuable congolais. Parce que ça, c'est l'argent du contribuable congolais, le fameux RAM construit. Les affirmations que rejette le ministre de tutelle Moïndo Nzangi devant les journalistes dans le cadre de briefing presse de ce mercredi 11 janvier. Pour lui, le retard observé dans l'exécution des travaux est lié aux conditions d'approvisionnement. La polémique sur les chiffres devait commencer par la polémique sur qui est habilité à donner les chiffres. Alors, si celui qui a signé le contrat vous donne les chiffres, allez-vous vous fier aux chiffres de la rue? Puisqu'effectivement, s'il y a quelqu'un qui n'a pas qualité de donner les chiffres et qui les donne, ça s'appelle bien évidemment les chiffres de la rue. Ces travaux de l'université officielle de Mbuji-Mayi rentrent dans le cadre du programme gouvernemental de réhabilitation et construction des universités et instituts supérieurs dans tout le pays. Sa première phase comprend cette université officielle de Mbuji-Mayi, l'université de Kananga, l'université de Bunia, l'université pédagogique nationale et l'Institut national du bâtiment et des travaux publics. Déjà, la Cour des comptes s'est saisie de ce dossier et va incessamment ouvrir une investigation pour faire la lumière sur l'exécution de ces marchés publics des grands travaux. Une affaire à suivre. On va maintenant changer de chapitre. Il s'observe dans le marché de change une certaine dépréciation du franc congolais face au dollar américain, surtout en ce début de l'année 2023, malgré le niveau élevé des réserves d'échange. Un dollar varie entre 2100 francs congolais à 2300 francs congolais aux grandes dames de la population. Selon le président des cambistes du Congo, Donald Lengo, l'année électorale et les fêtes de fin d'année sont comprises comme parmi les causes de cette dépréciation. Suivons-le, il est au téléphone avec Enoch Issei. Oui, la situation qui évolue sur les marchés d'échange après analyse et examen, nous sommes au mois de janvier. Naturellement, chaque mois a ses caractéristiques par rapport à l'évolution du taux de change. Le mois de janvier, c'est un mois qui a été toujours à la hausse suite aux festivités de fin d'année où les opérateurs économiques, après avoir fait leur vente, ils cherchent à reconstituer leur matériel en devise pour payer leurs factures, faire le nouveau. Nos excuses pour ce petit désagrément technique. En politique, le coordonnateur national de l'ASBEL, Ensemble Sauvons l'Amiba, a invité les Congolais résidant en Belgique à s'enrôler massivement afin de donner la victoire au président Félix Tshisekedi lors de la prochaine élection présidentielle. Dani Mukendiwa Dinanga a lancé cette invitation au cours d'un face-à-face avec ses compatriotes à Bruxelles, capitale du Royaume de Belgique. Dieudonné Bonali pour les commentaires. Le coordonnateur national de l'ASBEL, Ensemble Sauvons l'Amiba, a invité les Congolais résidant en Belgique à s'enrôler massivement afin de donner la victoire au président Félix Tshisekedi lors de la prochaine élection présidentielle. Dani Mukendiwa Dinanga a lancé cette invitation au cours d'un face-à-face avec ses compatriotes à Bruxelles, capitale du Royaume de Belgique. Il est important pour la communauté de Bruxelles de saisir l'occasion, de savoir et de comprendre que nous allons voter cette année
Et donc, nous devons nous enrôler massivement et donner la victoire à notre champion qui s'appelle Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Profitant de l'occasion ainsi offerte, Dani Mukendi a rappelé aux Congolais qui ont choisi la Belgique comme leur seconde patrie les bilans plus que satisfaisants du président sortant, Félix Tshisekedi, qui milite pour sa réélection. Chers compatriotes, vous connaissez les conditions difficiles dans lesquelles un Bruxellois qui s'appelle Félix Tshisekedi a pris le pouvoir. Aujourd'hui, le bilan du chef de l'État ne peut être que satisfaisant et même positif dans les circonstances de son pouvoir. C'est-à-dire, le budget national est passé de 3 milliards de dollars, de 4 milliards, c'est ce qu'on disait, mais la vérité c'était 3 milliards dans les chiffres concrets, à environ 15 milliards. Un message capté 565 par la communauté congolaise de Bruxelles et ses environs. Lentement mais sûrement, nous nous approchons du 8 mars. L'ONIFAM a rendu public le thème de la Journée internationale de la femme 2023 qui s'articule autour du numérique, à savoir pour un monde digital et inclusif, innovation et technologie pour l'égalité de sexe. Cette édition 2023 va explorer l'impact de l'écart entre les sexes dans le secteur du numérique. Patience Lokeki et Edouard Funda. Pour un monde digital et inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes, tel est le thème publié par l'ONU-Femmes qui conduira les activités liées à la Journée internationale de la femme pour cette année 2023. Publié par l'ONU-Femmes, cette dernière justifie le choix de ce thème par les objectifs assignés de la 67e session de la Commission de la condition de la femme dont les thèmes associés s'articulent autour de l'innovation, changement technologique et l'éducation à l'ère du numérique pour réaliser l'égalité des sexes et autonomiser toutes les filles. La Journée internationale des femmes 2023 explorera l'impact de l'écart entre les sexes dans le numérique sur l'élargissement des inégalités économiques et sociales. Cette rencontre mettra également en évidence la nécessité de protéger les droits des femmes et des filles dans les espaces numériques et à la violence basée sur le genre en ligne facilitée par les technologies de l'information et de la communication, et aussi la nécessité des technologies inclusives et transformatrices. En observant cette journée, les Nations Unies reconnaissent et célèbrent la contribution des femmes et des filles qui promeuvent les avancées de la technologie transformatrice et de l'éducation numérique. Coopération RDC-Belgique, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean Tini Ngobila, a reçu en audience le député bourgmestre de la ville de Namur et membre du bureau de l'Association internationale des maires francophones, accompagné de l'ambassadeur de Belgique accrédité en RDC, Maxime Prévost. Ensemble, ils ont parlé de la coopération existante entre les deux pays. L'objectif de cette visite de courtoisie et de travail était de faire part au patron de l'exécutif provincial de Kinshasa, du partenariat qui existe entre la ville de Namur et la commune de Massina, mais également du nouveau protocole de collaboration qui va aller jusqu'en 2026. Il a fait savoir que cette coopération vise à renforcer la gestion des services d'état civil et des populations. À l'en croire, ce partenariat a déjà produit des fruits avec la construction de 18 bureaux des quartiers et qu'il y a un projet de construire les 3 bureaux restants. Alors j'ai souhaité pouvoir rencontrer monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa pour 2 raisons. La première, c'est parce que la ville de Namur, dont je suis le député bourgmestre depuis maintenant presque 17 ans, a un partenariat avec la ville de Massina, dont M. Joseph est le nouveau bourgmestre depuis quelques jours. Et nous avons fait connaissance pour pouvoir signer, pas plus tard qu'hier, un nouveau protocole de collaboration qui va nous amener jusqu'en 2026. La ville de Namur est celle qui a construit l'administration communale, l'hôtel de ville de Massina. Nous avons construit également 14 bureaux de quartier pour faciliter les démarches d'état civil, de population, avec à chaque fois un poste de police de proximité. Selon le député bourgmestre de Namur, cette coopération touche aussi la question des salubrités ainsi que des enjeux de l'aide médicale avec du matériel et des médicaments. Et élargir, comme monsieur le bourgmestre l'a souhaité, les thématiques de coopération autour, certes, de la salubrité, mais aussi des enjeux
de l'aide médicale avec des médicaments, avec du matériel pour que ça puisse aider. En outre, les deux personnalités ont également parlé des questions relatives à l'Association internationale de maires francophones, dont le gouverneur de la ville de Kinshasa est vice-président. Et le deuxième motif pour lequel je souhaitais pouvoir rencontrer son Excellence le gouverneur de Kinshasa, c'est parce qu'il est le vice-président de l'Association internationale des maires francophones, dont je suis moi-même l'un des membres du bureau restreint exécutif. Et donc, nous sommes amenés à nous fréquenter lors des réunions de cette association internationale. Et je rappelais d'ailleurs qu'elle octroie plusieurs millions d'euros par an pour des projets de coopération, mais qu'il y en avait trop peu de projets qui bénéficient à la RDC. Et donc, je souhaite, moi comme membre de cette association internationale, et lui également, que nous soyons des alliés pour qu'il y ait plus de projets de coopération au bénéfice de la RDC. Pour sa part, le gouverneur Gentini Ngobila a été impressionné par la longévité de cette coopération Namur-Massina de 17 ans couronnée des réalisations concrètes. Il a encouragé les deux partenaires à poursuivre cette coopération sur un élan fructueux, le fonds pour cette coopération étant déjà débloqué. Voilà, vous suivez la grande édition sur Géopolis Télévision, mesdames et messieurs. On va parler maintenant de l'actualité au-delà de nos frontières. Les dernières perspectives économiques de la Banque mondiale projettent une reprise modeste de la croissance et une lente augmentation des revenus par habitant en Afrique subsaharienne en 2023. L'institution de Bretton Woods table sur une croissance de 3,6% cette année qui commence pour les économies de la région. Edouard Funda. Les économies d'Afrique subsaharienne ne retrouveront pas leur dynamisme d'avant la pandémie de la Covid-19 en cette année 2023. La croissance devrait s'accélérer légèrement pour ressortir à 3,6% en 2022 et 3,8% en 2023, d'après les dernières perspectives économiques mondiales de la Banque mondiale. Quant à la progression du revenu par habitant, elle ne devrait être que de 1,2% en moyenne dans la région pour les années 2023-2024. Dans les trois plus grandes économies de la région, la croissance devrait atteindre 2,5% en 2022 et 2,8% en 2023 au Nigeria, tandis qu'elle s'accélérera à 3% en moyenne en Angola. En Afrique du Sud, la croissance devrait être freinée par les obstacles structurels et le lourd endettement du pays. L'institution de Bretton Woods alerte sur les risques qui pèsent sur ses prévisions de croissance en Afrique subsaharienne. Elles sont plutôt orientées à la baisse car pouvant être freinées par la pauvreté, l'insécurité alimentaire, la hausse des prix des produits alimentaires et les tensions géopolitiques qui pourraient peser sur la demande des consommateurs. Et puis, pour les pays membres de la francophonie, il est temps de mettre fin aux discriminations dans le processus d'échange commerciaux car ils pèsent pour 20% dans le commerce mondial. Pour ce faire, l'institution entend créer un visa d'affaires pour permettre aux entrepreneurs francophones de bénéficier d'une meilleure circulation pour l'extension des contrats, la création d'une francophonie économique. Une fois de plus, Edouard Funda. Selon l'Organisation internationale de la francophonie, les échanges commerciaux francophones pèsent pour 20% dans le commerce mondial et 15% des investissements réalisés dans le monde sont faits par les pays francophones. Pour améliorer les échanges intra-francophones, les entrepreneurs plaident pour la création d'un visa francophone des affaires pour permettre la libre circulation des personnes et des biens, facteur essentiel du développement des affaires et de création de la confiance indispensable pour réussir de bonnes affaires. Avec plus de 60% de la population francophone mondiale et une zone de libre-échange continentale de 1,8 milliard de personnes et un PIB estimé à 2,6 trillions de dollars, l'Afrique, de l'avis de certains experts, apparaît comme étant l'espace francophone le plus dynamique. Ainsi, bâtir une véritable francophonie économique devrait permettre aux hommes et aux femmes d'affaires d'explorer les différentes possibilités de partenariat et de synergie pour une coopération économique francophone plus résiliente, durable et prospère. Avec 321 millions de locuteurs francophones et 16% du produit national brut mondial, la francophonie, à travers la mise en place d'un visa francophone d'affaires, va briser les barrières, booster les échanges commerciaux et renforcer la coopération nord-sud, sud-sud et tripartite pour une transformation structurelle des économies du Sud.
Ceci tout en favorisant l'émergence d'écosystèmes entrepreneuriaux générateurs d'emplois. Voilà, c'est avec cette information sur l'économie de la francophonie que nous mettons un terme à ce journal. Mais moi, je vous rappelle les titres. En réponse aux propos du président rwandais sur le refus d'accueillir les réfugiés congolais au Rwanda, le gouvernement congolais se dit par contre disposé à recevoir les réfugiés en provenance de Kigali. Cette question suscite des réactions acerbes contre Paul Kagame, notamment la déclaration de Human Rights Watch que vous avez suivie dans ce journal. Et puis sur le marché d'échange, le franc congolais ne fait que se déprécier. $1 américain s'échange jusqu'à 2300 francs congolais en ce début de l'année 2023. Vous avez suivi le président des cambistes du Congo. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi.